Bienvenue dans mon podcast, le rendez-vous de l'apprentissage des langues étrangères pour les professionnels et les particuliers. Apprendre une langue, c'est une recherche de dépassement de soi, de performance dans son milieu professionnel, mais aussi du plaisir intellectuel de développer ses compétences, de faire des rencontres et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou bilingue, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Bilingo, une école de langue que j'ai créée pour permettre aux particuliers et aux entreprises de révéler leurs talents linguistiques. Apprendre une langue, c'est ne plus avoir peur de faire d'erreurs et prendre du plaisir dans un cadre d'apprentissage solide. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur bilingo.fr. Bon épisode! Bonjour, c'est Danielle Talata, fondatrice de Bilingo, docteur en langue. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le recrutement en Suisse Madame, c'est suisse, ça vous intéresse? et l'importance des langues dans le processus de sélection. Alors, nous aborderons la question de l'influence des langues dans le marché du recrutement international. Jacques nous a livré plein de bonnes données intéressantes. Nous aborderons ensuite les compétences linguistiques recherchées par les employeurs et enfin, les meilleures astuces de notre expert et de moi-même pour scotcher votre recruteur sur votre niveau en langue. Pour m'accompagner sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Boucard, coach en gestion de carrière, conférencier, fondateur de la Coaching Factory à Genève et également consultant senior chez LHH, qui est une des plus importantes sociétés RH en Suisse. Bonjour Jacques, bienvenue dans le podcast. Bonjour Daniel, enchanté d'être présent. Ravi de t'avoir avec nous. Si tu veux bien, pourrais-tu te présenter? Alors effectivement, comme tu l'as mentionné, je suis coach en gestion de carrière. Ça fait 8 ans que j'exerce ce métier principalement en Suisse romande, mais également en Suisse alémanique. Et puis auparavant, j'ai eu une longue carrière internationale dans plusieurs pays, dont la Suisse. Ça fait en tout 22 ans que je suis sur le marché suisse. C'est un marché que je commence à connaître relativement bien. Je me réjouis de partager quelques insights sur ce marché avec toi et tes auditeurs aujourd'hui. Super, merci. Merci pour cette présentation de tes activités. Alors justement, quelle est ton expérience de la pratique des langues étrangères en Suisse? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Je crois qu'on peut dire que c'est important et je dirais même que c'est dans l'ADN de la Suisse. La Suisse a cette particularité d'être un pays qui a 4 langues nationales. L'allemand ou suisse-allemand, le français, l'italien et puis le romanche. Et donc, on est dans un pays où les habitants, dès leur plus jeune âge, sont exposés à ce plurilinguisme. Juste pour donner quelques petites statistiques par rapport à ça, il y a 68% des habitants en Suisse qui utilisent régulièrement dans leur quotidien, je parle pas seulement du travail, mais dans leur quotidien, deux langues au minimum. Si on regarde les 15-24 ans, ça monte à 87%. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la culture. Et puis c'est un pays qui économiquement est très ouvert à l'international également. 60% du produit national brut en Suisse est en fait lié à l'international. Donc, évidemment, dans le travail en particulier, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le plurilinguisme est absolument très très présent et indispensable. C'est la même chose dans tous les cantons. La Suisse est grande. Est-ce que l'importance des langues est la même? Alors oui, l'importance des langues est la même. Après, ça va dépendre évidemment du secteur d'activité, ça va dépendre du type de responsabilité qu'on a. On pourra revenir peut-être tout à l'heure plus en détail sur les différences entre les cantons. Mais effectivement, c'est un point qui est important. Je voudrais faire un petit zoom, un petit comparatif, parce que je crois savoir que tu as beaucoup de français Mhm. parmi tes clients, parmi les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu sais, Daniel, quel est le nombre de personnes qui, en France, utilisent régulièrement au moins 2 langues dans leur activité professionnelle? Alors en France, donc nous sommes dans une région très particulière, hein, à la frontière de la C'est Suisse, vrai. mais en France en général, j'imagine que le pourcentage n'est pas très élevé. Je l'évaluerais autour de peut-être 20%.
Alors c'est malheureusement moins, c'est Ah 11%. oui, d'accord. C'est pas très glorieux, euh, mais effectivement c'est une réalité. En France, on estime qu'il y a 11% des personnes qui utilisent au moins deux langues dans le cadre de leur travail. Et est-ce que tu connais ce même pourcentage pour la Suisse? Alors, j'imagine qu'il est bien plus fort, bien plus élevé. Je l'évaluerais autour de, oui, peut-être 50, 55. On est à 69%. Ah C'est oui. absolument incroyable. Mmh. Euh, c'est vraiment, je peux te donner le détail. Mmh. Au moins deux langues, 39% et demi. Au moins trois langues, 21,3%. Au moins quatre langues, 6,4%. C'est encore énorme. Et même cinq langues et plus, il y a encore 1,7% des personnes qui travaillent en Suisse qui utilisent régulièrement, et je dis bien régulièrement, Oui. puisque ce sont des statistiques qui ont été faites par l'Office fédéral de la statistique, qui suit tous ces éléments-là, qui ont été faites en 2022. Donc c'est récent, et un des critères, c'est utiliser au moins une fois par semaine une langue pour qu'elle puisse être comptabilisée. Donc on est vraiment sur quelque chose de très important. Donc oui, comme je le disais, Mmh. c'est non seulement dans l'ADN des Suisses, des personnes qui ont grandi, qui ont suivi leur formation, qui vivent régulièrement dans le pays, mais c'est également le cas pour toute personne qui finalement veut venir travailler en Suisse ou travaille déjà en Suisse, quel que soit son pays d'origine. C'est absolument important. Et ça se voit dans les annonces. Mmh. Le groupe Adecco a fait une étude il y a quelques années sur justement la présence des langues dans les annonces. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait, alors j'avoue que je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2016 ou 2017 qu'ils ont fait cette étude, il y avait 37% des annonces qui demandaient au moins deux langues. Et ça correspond à ce qu'on voit sur le marché, 39,5% de personnes qui utilisent régulièrement deux langues dans leur travail. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est confirmé, avéré et très très important. C'est souvent, moi je le vois sur les personnes que j'accompagne, euh, une surprise pour beaucoup de personnes qui arrivent, qui veulent travailler en Suisse, qui découvrent le marché suisse. Euh, Elles n'ont pas conscience de ça, elles ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Oui, parce que la différence est flagrante, du coup, entre la France et la Suisse. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes au niveau de la maîtrise des langues. Est-ce que de canton en canton, on peut voir une différence? Par exemple, en Romandie, on dit que souvent on s'en sort plutôt bien en français, avec le français, à Genève un petit peu moins. Est-ce qu'on voit comme ça des différences avec peut-être aussi le nord de la Suisse? Mhm. Alors, dans les cantons francophones, puisque tu en parles, dont fait partie Genève, hein, là, moi j'ai des statistiques qui sont un peu plus globales pour les cantons francophones, donc ça inclut Vaud, Neuchâtel, Jura, Valais, etc. Euh, le français, c'est effectivement la langue qui est majoritairement parlée au travail et utilisée au travail dans 97% des cas. C'est le français. Mais il y a quand même 29% des jobs pour lesquels on va parler l'anglais régulièrement. Euh, donc c'est quand même un job sur trois. Mmh. Euh, et 17% des jobs en Suisse romande où on doit parler l'allemand. Oui. Donc là aussi, c'est un score important. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Si on regarde du côté de la Suisse alémanique, donc évidemment Zurich, Bâle, Berne, là on va avoir majoritairement l'allemand, 87%, qui est parlé, utilisé dans l'univers du travail. Mmh. Le suisse allemand arrive en deuxième. Alors des fois, ça surprend que le suisse allemand arrive après l'allemand, mais on est dans le monde du travail, hein, je le rappelle. Euh, et là, on est à 80%. C'est quand même très très serré. Et puis l'anglais, 33%. Donc à nouveau, à peu près un tiers des jobs dans les cantons alémaniques, il faut pratiquer l'anglais. Et puis en quatrième, le français avec 17% dans les cantons alémaniques. Donc Mmh. vraiment, et ça c'est important de le retenir, maîtriser plusieurs langues, c'est vraiment un atout clé. Après, les langues elles-mêmes, ça va dépendre des cantons et des jobs dans lesquels on est, mais maîtriser plusieurs langues, c'est vraiment
quelque chose qui est indispensable pour travailler en Suisse. On reviendra sur la question de l'allemand et du suisse allemand, mais de manière plus générale, donc la maîtrise des langues étrangères sur le marché du travail en Suisse, est-ce que ça fait une différence pour les employeurs? Est-ce que c'est un argument de clé pour eux dans l'embauche? Alors, quand c'est dans les annonces, oui, c'est un argument clé et c'est souvent malheureusement un argument qui fait éliminer, écarter des candidatures. Mais c'est pas seulement important quand on rentre dans une entreprise. Euh, L'Office fédéral de la statistique, et en particulier à travers son observatoire du plurilinguisme en Suisse, a fait une étude en 2019 sur le lien qu'il y avait entre la pratique et la maîtrise des langues et le niveau de responsabilité ainsi que le niveau d'études dans les entreprises. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait une corrélation très directe, un lien très très direct entre le fait de grimper dans la hiérarchie de l'entreprise, de l'organisation, de l'administration, hein, c'est pas limité au secteur privé, euh, et le fait de parler plusieurs langues. Donc, non seulement ça va représenter un frein à l'entrée si on n'a pas un niveau suffisant, on pourra en parler tout à l'heure, des niveaux qui sont attendus la plupart du temps, mais également ça va être un frein dans la progression de la carrière. Je vais prendre un exemple très concret, une entreprise qui est basée en Suisse romande où on a des responsabilités locales. Si cette entreprise, c'est une entreprise suisse, dont bah, pour beaucoup le siège est en Suisse alémanique, si on ne parle pas au moins l'allemand ou au moins l'anglais, ça va être très compliqué d'avoir des responsabilités plus importantes parce qu'on va se retrouver exposé à un niveau où les collègues qui sont basés en Suisse alémanique ne parleront peut-être pas le français. Et donc, j'ai voilà, des exemples concrets parmi les personnes que j'ai accompagnées qui n'ont pas pu accéder à ces postes à responsabilité sans se former. Ça a été indispensable pour ces personnes de se former pour pouvoir grimper au sein de l'entreprise. Mmh. Donc la maîtrise d'une autre langue, d'une deuxième, voire d'une troisième langue devient incontournable quand on est actif sur le marché du travail en Suisse. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est incontournable, mais en tout cas, on réduit très très fortement ses chances, Oui. non seulement de pouvoir rentrer sur ce marché, et puis de pouvoir y évoluer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez terrible. J'accompagne beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, parce que je travaille avec les offices de placement, donc les ORP de Vaud et de Genève. J'accompagne des personnes qui ont perdu leur emploi et j'en accompagne beaucoup qui ne sont pas francophones, anglophones pour la plupart, et qui malheureusement ne parlent pas une autre langue, et en tout cas une des langues nationales, une des 4 langues nationales. Euh, c'est extrêmement compliqué pour ces personnes de retrouver un emploi. Ensuite, il y a des postes où on peut ne parler qu'une seule langue, mais si jamais on veut changer, si jamais on vient à le perdre, ça va quand même être assez compliqué derrière. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas attendre et entretenir régulièrement ou développer sa pratique au moins d'une deuxième Pour langue. revenir au suisse allemand, parce que c'est quand même une question qui m'est souvent posée, est-ce que la maîtrise de cette version de l'allemand est nécessaire quand on veut travailler en Suisse? En général, on vient apprendre l'allemand, le haut allemand, l'allemand standard, et puis parfois dans la réalité, on se rend compte que ce n'est pas l'allemand qui est parlé en entreprise, mais le suisse allemand. Alors que faire de cette dualité entre l'allemand standard et puis l'allemand bien local qui est parlé C'est bien finalement? de le préciser, que c'est une variation de l'allemand parce que effectivement, c'est une variation, c'est considéré en fait comme un patois. Euh, donc, tout comme il y a des patois français ou italiens, ben, il y a un patois allemand qui s'appelle le suisse allemand, c'est pas le seul. Euh, et en fait, c'est une langue qui n'est pas écrite, qui est parlée uniquement. Ce qui fait que c'est pratiquement impossible de l'apprendre si on n'a pas été soi-même élevé et puis exposé à cette langue. Euh, à ma connaissance, je n'ai pas identifié d'organisme qui proposait de cours
de suisse allemand. Peut-être que ça existe, hein, j'ai pas non plus cherché très intensivement. Mais ce qui est certain, c'est que effectivement, si on regarde la pratique des langues, à l'échelle de la Suisse, il y a 76% des entreprises, enfin des personnes en entreprise qui utilisent l'allemand de manière régulière. Euh, et parmi ceux-là, 34% qui l'utilisent comme langue principale de travail. Si on regarde le suisse allemand, c'est présent pour 61% des personnes. Donc c'est une pratique qui est assez fréquente. Mais si on regarde au niveau de la langue principale de l'entreprise, on tombe à 7%, ce qui est déjà pas mal et qui est même presque étonnant parce que c'est une langue qui ne s'écrit pas, sauf peut-être de manière phonétique, mais il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de grammaire formelle pour cette langue. Mais en tout cas, elle est pratiquée. On va avoir des clients qui vont parler suisse-allemand et qui vont préférer qu'on parle suisse-allemand. On va avoir des collègues qui, s'ils sont entre eux, ils vont préférer qu'on pouvoir continuer à parler en suisse allemand, c'est un peu la langue du quotidien. Mais c'est vrai qu'en entreprise, l'allemand est beaucoup plus présent. Donc c'est un cas un peu particulier parce que c'est pas une langue qu'on peut ou un patois, un dialecte qu'on peut apprendre facilement, mais pour certaines entreprises, ça peut représenter une barrière à l'entrée euh, au niveau des candidats. Les retours qui me sont faits par rapport au suisse allemand, c'est qu'en fait, il est parlé, par exemple dans une réunion, à la seule condition que tout le monde puisse le comprendre et si ce n'est pas le cas, on basculera facilement soit vers l'anglais comme langue commune, plus volontiers probablement vers l'allemand standard. Est-ce que c'est ce qui a lieu en Suisse? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, ça rejoint les statistiques que je donnais tout à l'heure sur la pratique de l'allemand dans les cantons alémaniques en particulier, puisque c'est là principalement où le suisse allemand va aussi être présent. Effectivement, dans la majorité des entreprises, on va essayer de s'adapter. En tout cas, si la personne a été embauchée, clairement, on va s'adapter, on va parler allemand. L'allemand sera préféré à l'anglais, mais l'anglais est une autre alternative. Quand on maîtrise l'anglais ou l'allemand, ou les 2 d'ailleurs, par rapport aux compétences linguistiques recherchées par les employeurs, qu'est-ce qu'on attend de nous, sur place, qu'on sache faire? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est importante. Euh, on utilise traditionnellement beaucoup plus les langues à l'oral, que ce soit en compréhension orale ou en expression, sans attendre un niveau très très élevé, sauf si c'est avec des clients, évidemment, mais au moins comprendre de quoi on discute dans une réunion et être capable d'exprimer son point de vue. On demande d'être capable, pardon, de lire des notes internes ou des documentations qui peuvent être dans l'une ou l'autre des langues. Et puis plus rarement, on va demander d'écrire des rapports euh, euh, dans telle ou telle langue. Si on regarde au niveau national, savoir lire une note interne pour l'allemand, c'est présent dans 64% des postes. Être capable de le parler, c'est 58%. Donc un petit peu moins. Évidemment, comme je disais, c'est beaucoup avec des collègues, mais aussi parfois avec des clients, ce qui fait que cette statistique peut évoluer. Et l'allemand va venir en concurrence avec le suisse allemand pour ce qui est de parler, puisque là on est à 61% Ah des, oui. des cas où donc on va plus souvent parler en suisse allemand. Par contre, bah évidemment, pour le reste, on va travailler en allemand. Tu mentionnais l'anglais. L'anglais, savoir le lire, c'est important dans 37% des postes. Savoir le parler, 30%, donc un peu moins. Et puis savoir l'écrire, 25%. Voilà. Globalement, on a toujours un peu cette hiérarchie. Être au moins capable de comprendre, c'est important à l'écrit, à l'oral, et puis être capable de s'exprimer, euh, c'est un peu moins fréquent. Ça dépend là aussi des postes. Une autre question, peut-être qui sera intéressante à discuter, c'est le fait que les germanophones, Suisses germanophones, sont beaucoup plus à l'aise en français que les Suisses francophones en allemand. Est-ce que tu aurais des choses à dire sur ça? Parce que c'est assez fascinant quand même.
J'ai pas de statistiques, mais je peux confirmer par mon Oui, observation que les cantons alémaniques ont quand même effectivement plus de pratiques linguistiques que les cantons romans. Je pense qu'il y a une influence malheureusement française oui, là-dessus. Il y a on une dirait, certaine hein. paresse Oui, côté roman malheureusement. oui, 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 Ouais. ça ressemble à ça. Mm. Alors effectivement là j'ai quelques statistiques sur les langues qui sont apprises dans le cadre professionnel. Donc pour le travail, hein, donc hors enseignement des langues durant les études. Euh, et là encore, on a des différences d'un canton à l'autre. Alors globalement, la première langue qui est apprise pour le travail en Suisse, c'est l'anglais. Euh, 30% qui apprennent une nouvelle langue dans le cadre de leur travail apprennent l'anglais. Euh, ensuite, c'est l'allemand, 22% au niveau global, et ensuite le français, 15%, et puis après ça diminue, italien 9, espagnol 7, chinois 6 et russe 4%. Donc ça, c'est les principales langues qui sont apprises euh, par des personnes qui sont en poste, qui sont insérées dans le monde du travail, donc en complément du bagage qu'elles ont éventuellement au départ. Si on regarde un peu plus dans le détail, si on regarde les cantons francophones, les plus proches de nous géographiquement, l'allemand est la première langue qui est apprise par les personnes, les employés, 33%. Les cours de langue sont des cours d'allemand dans les cantons francophones, suivis par l'anglais, 32%. Donc c'est vraiment au coude à coude. C'est vraiment le duo gagnant dans les cantons francophones. Et puis après, on a l'espagnol 7%, le chinois 6%. Euh, mais clairement, on veut travailler dans un canton francophone. Si on n'a pas ces deux langues-là, c'est quand même un très bon pari que de se former. Si on regarde du côté des cantons alémaniques, la première langue qui est apprise, c'est l'anglais, 30%, suivi par le français, 24%. Il y a quand même pas mal Mhm. de nos compatriotes alémaniques qui apprennent le français, pas seulement à l'école, mais également pendant leur vie professionnelle, suivi par l'italien, 14%, et l'espagnol, 9%. Et puis pour les italophones, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi voilà, un très beau canton avec le Tessin. L'allemand est appris dans 43% des cas pour le travail, suivi par l'anglais, 24%, et le français, 11%. Donc vraiment, hein, ce qui ressort, c'est que les deux premières langues à apprendre, si on ne les possède pas, euh, pour le marché suisse, c'est vraiment, euh, en tout cas pour des francophones, hein, j'entends, c'est l'anglais et c'est l'allemand. Mhm. C'est vraiment le duo gagnant. Est-ce qu'il est important de, quand on apprend une langue, de proposer lors de sa candidature, d'apporter la preuve de son niveau en langue sous la forme d'une certification, par exemple? Est-ce que c'est un critère, un plus? C'est un plus. Ça n'est pas indispensable, mais ça reste quand même un plus si on peut avoir une certification reconnue pour attester des niveaux de langue. Néanmoins, et ça c'est une initiative qui est au niveau européen, il y a un cadre de référence qui a été défini, euh, c'est le FRL, je crois, si je le dis dans le bon sens, euh, qui définit des niveaux de langue. On a peut-être certains d'entre vous l'ont déjà Oui, entendu, oui, hein, oui. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc voilà, ça a cet avantage d'une part d'harmoniser les différentes certifications qui n'ont pas toutes les mêmes grilles, les mêmes appellations. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé. Moi c'est quelque chose que je conseille de faire apparaître dans son CV. Si par exemple, je sais pas, on a eu un niveau gold sur le TOEIC, eh ben, c'est bien de préciser à côté que c'est un C1/C2 euh, euh, au niveau de la langue qu'on maîtrise, par exemple. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ce qui est bien avec cette harmonisation et ce nouveau cadre de référence, c'est qu'il existe des outils, des petites fiches qui permettent de s'auto-évaluer. Ça, c'est quelque chose que je conseille systématiquement aux personnes que j'accompagne qui veulent postuler sur le marché suisse. Euh,
c'est d'aller trouver ces petites fiches sur Internet, de s'auto-évaluer. Alors évidemment, ça évalue sur les différents axes, écrit, parler, compréhension, expression, euh, mais ça permet quand même d'avoir un ordre d'idée, et c'est toujours intéressant de savoir où on en est. Mhm. Donc ça, c'est pour la certification. Maintenant, quels sont les niveaux qui sont demandés pour pouvoir accéder au marché? Alors ça va évidemment dépendre de chaque entreprise, ça va dépendre des postes également, mais d'une manière générale, moi ce que j'observe sur le marché, si on est dans un job où on a besoin occasionnellement de comprendre une langue ou de la pratiquer, par exemple, si on parle de l'allemand, on a un job où au quotidien on va travailler en français, mais on a des collègues qui sont en Suisse alémanique, ou bien on reçoit des notes internes, ou bien on a des réunions avec les collègues en Suisse alémanique. La plupart des entreprises vont attendre un niveau qui va tourner autour de B1, B2. Ça, c'est pour, on va dire, une pratique occasionnelle. Donc un niveau Si, intermédiaire plus ou moins avancé. Hein. voilà, Mhm. voilà, tout à fait. Euh, Sachant, et je le répète, que si par contre on envisage de progresser dans cette entreprise, très probablement il faudra qu'on rehausse son niveau, qu'on le renforce, euh, parce que là, ça ne va plus évidemment suffire. Si on a justement un poste où on a des responsabilités d'encadrement auprès de collaborateurs, collaboratrices qui parlent une autre langue, si on est en contact avec des clients, si on doit rédiger des documents de manière régulière pour le travail, euh, dans la plupart des cas, ça va être au minimum B2, voire C1. Donc on commence à aller quand même sur des niveaux supérieurs. Mhm. Et puis, si on veut carrément, par exemple, on est dans la communication, et donc on doit produire des documents officiels, des documents qui vont vers les clients, par exemple, que ce soit des sites web, des plaquettes et autres, ou si on s'exprime au nom de l'entreprise, par exemple, dans les médias. Là, il est clair que la plupart des entreprises vont demander C1, voire C2, voire, dans certains cas, bah, évidemment, privilégieront des natifs de la langue, mais là, on est sur des cas très particuliers où la maîtrise doit être parfaite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est utilisation occasionnelle. B1, c'est un point d'entrée à minima, et puis utilisation régulière, professionnelle. Euh, Là, on va plutôt essayer de viser B2, C1. Ce qui me revient aussi des demandes que je reçois, c'est que la personne se doit de progresser en anglais ou en allemand et son employeur la soutient dans cette démarche et finance ou cofinance même sa formation. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une réalité plutôt répandue en Suisse ou ça reste exceptionnel? À l'embauche, c'est quand même rare. Il faut vraiment qu'ils aient le sentiment d'avoir trouvé la perle rare, et qu'ils soient prêts à investir pour combler euh, cette lacune. C'est un peu plus fréquent une fois qu'on est en poste, parce que ça va permettre une évolution de responsabilité. Néanmoins, et ça c'est un point qui est important à comprendre sur le marché suisse, en tout cas pour les cadres, la culture en Suisse, c'est quand même largement de prendre en charge soi-même son développement professionnel. Donc il y a peu d'entreprises qui vont en tout cas, je parle des entreprises suisses. Les multinationales, c'est voilà, plus dans leurs standards, dans leurs habitudes, et elles font pareil en Suisse que dans d'autres pays. Mais les entreprises suisses, il y en a quand même beaucoup qui vont attendre que ce soit le collaborateur, la collaboratrice qui souhaite progresser, qui s'investisse. Euh, on le voit en coaching, on le voit en formation sur les langues, on le voit sur des développements de compétences. Euh, Ça existe, mais dans la pratique, c'est quand même plus souvent les personnes qui se prennent en charge directement, qui n'attendent pas que ce soit l'employeur qui prenne ça en charge. Alors Daniel, si tu es d'accord, moi j'aimerais inverser les rôles et j'aimerais te poser une question parce que bon, j'ai ma propre vision, mais ça m'intéresse d'interroger la professionnelle que tu es.
Souvent, on me demande justement combien de temps ça met pour passer d'un niveau B1 à B2 ou d'un B2 à un C1. Voilà. Est-ce qu'il y a un standard? Est-ce qu'il y a une durée moyenne? Comment ça se passe? Alors, très bonne question. Effectivement, il y a des standards plus ou moins fidèles à la réalité. Tout dépendra justement des compétences de la personne, de son aptitude à apprendre, à se prendre en charge dans son apprentissage. Mais on peut dire de manière générale que partir du niveau 0 vers un niveau A1, c'est peut-être la phase la plus rapide. Partir d'un niveau 0, donc de vrais débutants, et travailler vers le niveau A1, c'est peut-être la phase d'apprentissage qui sera la plus courte et qui est évaluée autour de 70 heures d'apprentissage. Donc, démarrer de zéro pour atteindre un niveau de débutant, pour se débrouiller un minimum dans une langue étrangère, correspondrait à 70 heures d'apprentissage. Et puis, quand on passe du niveau A1 au niveau A2, il faut compter le double, donc 140, 150 heures pour passer à un beau niveau A2. Et puis ensuite, et c'est là que ça se corse un peu, passer du niveau A2, donc un niveau de base, vers un niveau intermédiaire B1. Là, il faut compter encore le double, c'est-à-dire que de 150 heures, on passe maintenant à 300 heures. Donc, la quantité de notions à appréhender, d'automatisme à gagner, de vocabulaire à assimiler, fait que en fait, la période d'apprentissage est juste plus longue, doublement plus longue. Ensuite, ça décroît un petit peu. De B1 à B2, on parle de 200 heures, et ainsi de suite jusqu'à C2. Donc B2, C1, 200 heures, et C1, C2, 200 heures. Voilà, en moyenne. Tout dépend de l'investissement personnel de chacun, de son goût pour la langue aussi, parce que si la part de plaisir est grande, forcément l'apprentissage sera beaucoup plus aisé, beaucoup plus rapide. Et puis, tout dépend aussi de la qualité de l'accompagnement. Donc, se faire accompagner, ça c'est très important. Certains peuvent être autodidactes et travailler très bien en autonomie, mais être accompagnés et surtout avoir ce contact avec d'autres personnes qui communiquent dans cette langue permettent d'avoir une progression beaucoup plus solide, beaucoup plus rapide aussi. C'est d'ailleurs un point, ça me permet de rebondir, si tu permets, Daniel. Hmm. Euh, Parfois, on me pose la question, voilà, j'avais un poste où j'avais un bon niveau, mais ça fait 2, 3 ans, j'ai changé de poste, j'ai plus autant d'occasions de parler, mon niveau a baissé. Qu'est-ce que je dois mettre comme niveau sur mon CV? Euh, Là-dessus, moi, ce que je peux recommander, par rapport au marché du travail et au niveau des attentes, si c'est un niveau que la personne a déjà atteint par le passé, elle peut le remettre, en précisant éventuellement en entretien que c'est un petit peu rouillé, qu'il faudra réactiver, peut-être renforcer un peu, mais qu'elle est capable d'atteindre le niveau. Par contre, je vois passer des fois sur les réseaux sociaux des conseils de tricher sur son niveau parce qu'au final, c'est pas si important que ça. Alors, effectivement, j'ai pu observer ça sur le marché français assez régulièrement. Sur le marché suisse, en général, ça passe pas. Il faut quand même soutenir ce qu'on avance et c'est très facile de le tester. Donc voilà, si vous avez perdu du niveau, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un niveau que vous avez obtenu par le passé, que vous avez réussi à atteindre. Soyez honnête, évidemment, sur le fait que ça nécessitera d'être un peu réactivé. Mais par contre, si c'est un niveau que vous n'avez jamais atteint, ça sert à rien de tricher. La confiance, c'est quand même un élément clé dans un recrutement. Je sais pas toi, Daniel, si tu as Alors, oui, d'expérience par bon, rapport à ça. ben, j'ai enfin, j'émettrai quelques réserves par rapport à ce niveau déjà atteint qu'on sait pouvoir atteindre de nouveau, ça c'est sûr, mais au niveau du CV, au niveau de l'embauche directement, moi je pense à une apprenante qui dernièrement a décroché un poste et puis son entreprise était en fait un peu déçue et même embarrassée par son niveau qu'elle n'avait plus et qu'elle avait pourtant déclaré et il lui a fallu suivre une formation très intensive de l'ordre de 10 heures par semaine sur son temps de travail pour justement récupérer une partie de ce niveau qu'elle avait atteint il y a quelques années de cela. Alors, voilà, moi je serais peut-être un tout petit peu plus prudente par rapport à la mention de ce niveau atteint un jour dans le passé et qu'on prétendrait pouvoir atteindre assez rapidement.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais repréciser hein, ce que j'expliquais. Le niveau qu'on a atteint, on peut le mentionner. Par contre, il faut le mentionner comme tel. Niveau maximum atteint. Mm. Et ensuite être très clair en entretien sur le fait que c'est pas le niveau qu'on a actuellement. Et ensuite, bah, comme tu le disais, suivant le niveau où on en est aujourd'hui et le niveau qu'on vise, bah, il va falloir s'investir. Et conseil que j'aurais pu donner à ta candidate, c'est de ne pas attendre que son employeur trouve que c'est un peu léger, mais vraiment par elle-même engager une formation. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable en entretien. Euh, je vais à un niveau B1, par le passé, j'avais atteint un niveau C1, et je suis en train de prendre des cours pour retrouver ce niveau. Ça, c'est quelque chose qui peut aider à franchir ce filtre sur le niveau. Oui, oui. Dans cette démarche-là, je pense qu'effectivement l'aspect, honnête, hein, du discours est important. Oui, Oui, clairement. tout à fait. C'est un élément clé sur le marché suisse. J'espère aussi sur d'autres marchés, mais en tout cas, en Suisse, la confiance est vraiment très importante. Il ne faut pas hésiter à dire les choses telles qu'elles sont. Quand je parlais du fait de mentionner un ancien niveau, c'est simplement ne pas se dévaloriser, Mmh. ne pas partir perdant, mais se dire, voilà, j'ai réussi à l'atteindre une fois, si je m'investis, si je prends des cours, et qu'on m'en donne la possibilité, alors je pense que je peux retrouver mon niveau. Et donc ne pas s'éliminer soi-même d'une postulation parce qu'on se dit, oh là là, j'ai perdu, ça va pas passer. Et le fait est que, retrouver un niveau déjà atteint est beaucoup plus facile à faire que d'atteindre pour la première fois un niveau supérieur. Donc effectivement, la démarche peut être beaucoup plus rapide qu'on ne l'imagine, hein. Avoir atteint un jour un B2 et puis, se retrouver avec un petit A2, B1, ne demande pas autant d'efforts que quelqu'un qui l'atteindrait, qui essaierait de l'atteindre pour la première fois, effectivement. Moi, je voulais revenir sur la notion d'apprentissage parce que tout à l'heure, quand, Jacques, tu me demandais le nombre d'heures. Je parlais de 70 heures, de 150 heures et puis de 300 heures, alors qu'on comprenne bien que ce nombre d'heures d'apprentissage ne veut pas dire heures de cours forcément, hein. Ce n'est pas parce qu'on est, en face à face avec son formateur que l'apprentissage se fait. C'est, je pense, indispensable d'être, accompagné et de suivre des cours collectifs, individuels ou en binôme si l'occasion s'en présente. Donc, ça fait partie de l'apprentissage et c'est ce qu'en général on propose. Mais en plus de cet apprentissage, il y a d'autres manières de procéder, notamment le travail en autonomie, l'apprentissage en autonomie. Donc une personne va, se prendre en charge, on va lui avoir proposé peut-être des ressources, bien précises, élaborées selon son parcours personnalisé et à charge de l'apprenant de travailler, de se prendre en charge et de suivre, un parcours d'apprentissage qui lui corresponde, mais de manière autonome. Donc sans forcément être en classe ou en face à face avec son formateur. Ce sera l'occasion, par exemple, pour lui de rédiger, de produire de manière écrite pour mieux assimiler son vocabulaire, pour se familiariser avec la grammaire. Ça peut être aussi un autre exercice pas très connu, mais très, très efficace au niveau de l'accent, et puis même de l'apprentissage du vocabulaire et des structures de phrases, c'est la lecture à haute voix. Donc on peut travailler, seul sans être, écouté ou accompagné, à lire des textes à haute voix pour travailler, par exemple, son accent. Et enfin, il y a encore un autre apprentissage auquel on ne pense pas et pourtant qui est clé, c'est l'immersion. L'immersion qu'on peut créer soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, même en France, je peux me créer un bain de langue anglaise si de manière régulière, c'est-à-dire quotidienne en réalité, je m'expose à la langue. Donc je peux dès le matin m'allumer ma radio, mettre mes podcasts préférés en anglais, en allemand. Le soir, je me détends et je regarde mes films et séries en VO également. Ça, c'est de la petite immersion par petits bouts, hein, mais tout au long de la journée et tous les jours, qui permet un apprentissage qu'on appelle passif, mais tout aussi important. C'est en fait avoir de l'input. C'est tout simplement s'exposer à la langue de manière un peu passive, sans forcément toujours essayer de comprendre exactement ce qui se dit, mais en tout cas en captant les sons et en essayant d'en donner du sens. Petit à petit, le travail se fait et c'est un vrai apprentissage qui a lieu. Donc, en gros, l'apprentissage peut se faire
en étant accompagné, seul de son côté en autonomie avec des activités bien précises et régulières et puis en plus en immersion avec, des activités de plaisir, parce qu'on aura choisi d'écouter, ses chansons préférées, de regarder ses films et séries, hem, préférées également. Alors nous allons maintenant aborder les anecdotes et conseils côté maîtrise des langues pour un recrutement réussi en Suisse ou en Je me suis France même d'ailleurs. souvenu de 2 ou 3 anecdotes là, qui nous avaient tellement fait rire à l'époque. Alors effectivement, j'ai quelques anecdotes à partager. Il y en a une qui me revient en tête parce qu'elle m'a quand même beaucoup marqué. Euh, je ne dirais pas si c'était un candidat, une candidate, parce que le but c'est pas non plus de se moquer des gens, mais voilà, une personne qui avait postulé et qui se présentait comme absolument fluent, bilingue en anglais, et elle avait un CV en français. Et elle voulait postuler auprès cette personne voulait postuler auprès d'une multinationale. Et je lui avais conseillé évidemment de préparer son CV en anglais. Donc elle m'a envoyé son CV en anglais qu'elle avait fait elle-même. Et en fait, c'était très exactement la traduction mot à mot dans le même ordre de son CV français. C'est-à-dire qu'elle avait pris chaque mot de la phrase et elle l'avait remplacé par un mot anglais. Alors le mot était correct, hein, la phrase au mieux était bizarre mais compréhensible. Des fois c'était carrément incompréhensible. Et évidemment on a eu une discussion sur son niveau d'anglais. Euh, Ça a été un petit peu délicat évidemment, mais on était malheureusement obligé de se rendre compte que non, c'est pas un niveau bilingue euh, dans cette langue. En fait, elle a pris conscience, elle a même pas postulé, D'accord. pour être exact. C'est un point important, et vraiment, et ça me permet de rebondir sur un conseil. En particulier pour les CV, en particulier pour les lettres de motivation, on a cette tentation d'utiliser des outils de traduction qui sont de plus en plus perfectionnés, il faut reconnaître. On a même la tentation d'utiliser de l'intelligence artificielle, euh, qui va vraiment, et pourquoi pas. Par contre, ce qui va vraiment être important, ne mettez pas des phrases que vous ne comprenez pas. Ne mettez pas des mots que vous ne savez pas expliquer. C'est tellement facile en entretien de demander à une personne qu'est-ce que vous entendez par tel mot dans la langue étrangère. Si la personne a utilisé un traducteur automatique et a laissé passer ça, évidemment, on va tout de suite voir que son niveau n'est pas celui qui est avancé. Il n'y a aucun problème pour utiliser des outils pour s'aider à mieux rédiger, à éviter certaines fautes, mais néanmoins, ne vous lancez pas dans des tournures de phrases que vous ne maîtrisez pas, ne vous lancez pas avec du Mmh. vocabulaire que vous ne maîtrisez pas, parce que ça se voit tout de suite et ça ne va pas vous servir. Donc, on peut, voilà, faire des choses avec un petit peu d'aide, mais restons honnêtes à nouveau sur son niveau. Oui, alors j'ai une anecdote et 2 conseils. Alors je pense à un frontalier qui était venu me voir il y a de cela 3 ans. Il avait tout juste décroché un poste en Suisse, à Lausanne et on lui demandait alors informaticien, on lui demandait de maîtriser l'anglais. Donc j'étais chargée, voilà, de l'amener rapidement à un niveau correct, c'est-à-dire B1 plus plus et sous forme de formation, relativement courte mais très, très ciblée par rapport à ses besoins. Il a appris l'anglais dont il avait besoin au quotidien dans son activité, professionnelle. Et puis il s'en est satisfait dans le sens où, il savait qu'il allait continuer son apprentissage parce qu'au quotidien, il allait, échanger avec, 2 collègues britanniques et donc il était assez confiant pour attaquer, son poste sans trop d'appréhension. Et il est revenu vers moi dernièrement. Il m'a dit que voilà, son anglais aujourd'hui était très bon et je l'ai entendu donc effectivement je confirme, il a un beau niveau B2. Donc il a pu, avec une base correcte de niveau B1, évoluer dans son poste et faire évoluer aussi son niveau d'anglais. Donc ça, c'était plutôt, encourageant en tout cas pour lui, à tel point qu'il est revenu vers moi en fait pour maintenant apprendre l'allemand, donc de zéro, parce qu'il a postulé à Zurich et qu'il a obtenu un poste et que là, pour le coup, il lui faut absolument l'allemand. Donc depuis quelques semaines, il s'accroche et il apprend, l'allemand. Alors de la même manière, on va pareil cibler ses besoins professionnels de manière assez directe pour que, dès sa prise de poste, il puisse être, alors peut-être pas opérationnel, mais en tout cas qu'il sente un certain confort pour pouvoir communiquer avec ses collègues et poursuivre son apprentissage, au fil de l'eau.
Alors l'accent français ou les accents en général, hein, parce que toute nationalité a son accent, hein. Les Italiens ont un bel accent également, les Espagnols aussi, hein, quelle que soit la langue étrangère qu'ils parlent. L'accent a son charme. On dit de l'accent français qu'il est plutôt sexy, donc on s'en satisfait assez facilement. Mais dans la réalité, ça peut aussi être un obstacle, surtout quand la communication ne passe pas très bien. Et c'est là qu'il faut savoir se remettre en cause et voir si on ne peut pas faire un effort pour améliorer son accent. Alors, l'accent, c'est 2 choses, hein, c'est la prononciation et c'est l'intonation. Alors la prononciation, ça demande un travail vraiment, continu sur la manière dont on articule une syllabe, la manière dont on enchaîne 2, 3 syllabes les unes avec les autres, les contractions, est-ce qu'on les respecte ou on lit vraiment mot après mot? Donc l'acc le ça peut se travailler, mais ça demande un certain effort et soutenu. Par contre, l'intonation, ça c'est vraiment on parle de la musique de la langue, donc c'est ce qu'on appelle la prosodie et ça, avec une oreille un peu musicale, on arrive assez bien à imiter l'intonation. Ça demande également un petit travail, mais peut-être plus accessible en fait à tous que l'autre qui est quand même un petit peu plus laborieux. Donc si je devais donner un conseil, ce serait plutôt que de travailler son accent de manière générale, plutôt essayer de percevoir la mélodie de la langue et de la reproduire telle quelle, le plus fidèlement possible. Et ça peut se faire, par des petits exercices, que l'on fait souvent en cours, qui est de lire à haute voix et de bien marquer les intonations sur chaque mot. Parce qu'en anglais comme en allemand, il y a des intonations. Alors en anglais, c'est un petit peu plus anarchique qu'en allemand. En allemand, il y a plus de règles, donc on se repère plus facilement. Mais, dans l'une comme dans l'autre langue, l'intonation s'apprend et oui, on peut vraiment l'acquérir de manière assez rapide. Je rejoins entièrement sur ce point, sans avis d'expert, mais plus sur l'observation. Et effectivement, moi je travaille avec des personnes qui viennent d'un peu partout en Europe et même du monde entier, avec des accents très très différents, et des fois très marqués. Euh, mais s'il y a une bonne intonation, et puis évidemment une maîtrise quand même un minimum des structures de phrases, du vocabulaire, euh, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Mmh, Où c'est compliqué, c'est effectivement quand on a quelqu'un qui finalement n'est pas à l'aise avec la construction de sa phrase, s'embarque parfois dans des phrases très compliquées. Euh, Faire simple, ça marche bien aussi. oui, Et puis ça me permet de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de s'immerger. C'est très important parce que la Suisse, c'est un pays, comme je le disais, très ouvert à l'international. On a des profils qui viennent d'un peu partout dans le monde, en particulier sur l'anglais, mais aussi sur l'allemand. Entraîner son oreille à comprendre des accents très différents parce qu'un Australien, un Indien, un Japonais, un Gallois, il y a des fois ça peut être un peu compliqué, un peu challenging. Donc c'est bien d'entraîner aussi. Ça fait partie de la maîtrise d'une langue finalement, oui, d'entraîner son oreille à des accents très différents, sans chercher à les maîtriser soi-même, mais au moins les comprendre. tout à fait, tout à fait. Peut-être pour donner, 1 ou 2 conseils, de manière plus générale, hem, le premier auquel je pense et je pense que ce serait une bonne chose d'en avoir conscience, c'est qu'en fait, il est peut-être, plus facile de se mettre à l'apprentissage d'une langue, quand on en a le temps, quand on en a l'envie, plutôt que quand on en a vraiment besoin. C'est presque, parfois un peu trop tard. Donc plutôt que d'attendre le moment où, on sait que ça deviendra un incontournable, une nécessité, heu, pourquoi ne pas anticiper ce besoin et se mettre, à son rythme à l'apprentissage de cette langue, que ce soit l'anglais ou l'allemand? Heu, donc ça, ce serait peut-être mon premier conseil. Et puis mon deuxième qui concerne vraiment un peu tout le monde parce que je pense que tous aujourd'hui, avons conscience en fait de l'outil incroyable ou des outils incroyables dont on dispose aujourd'hui avec internet et puis avec les plateformes qui nous permettent de visionner films et séries. Tout cela, ce sont des outils d'apprentissage passif et en fait, on peut les utiliser, on devrait en fait les utiliser chaque fois qu'on a un peu de temps, un temps un peu perdu, donc le temps de trajet au travail ou à la maison, qu'on soit sur le bateau, en train ou en voiture même, hein, c'est un temps qu'on pourrait, de manière idéale, employer à écouter, podcast ou
à écouter des podcasts, à visionner peut-être, pourquoi pas, un épisode de série en VO, ou même pour écouter des chansons. Donc, pensez à ce temps de trajet perdu qui peut être une belle ressource à exploiter pour l'apprentissage des langues. Alors effectivement, ce que je pourrais ajouter de mon côté, on peut regarder des vidéos par exemple sur YouTube, y compris dans son domaine professionnel. Ça permet de petit à petit se sensibiliser au vocabulaire, et plutôt que d'utiliser les sous-titres en français, mettez les sous-titres dans la langue d'origine. Ça aidera votre cerveau, votre oreille à bien comprendre, et puis votre cerveau à intégrer les vocabulaires, les constructions de phrases, et puis involontairement, mais presque automatiquement, effectivement, l'intonation et un petit peu d'accent aussi. C'est quelque chose qui aide beaucoup pour progresser, je trouve. Tout à fait d'accord. Alors, Jacques, on arrive à la fin de cet épisode. Quel serait ton mot de la fin, tes conseils? Je pense que c'est vraiment important de garder en tête que la pratique des langues, de plusieurs langues, est vraiment ancrée profondément dans l'ADN en Suisse, que ce soit au quotidien, mais également dans le monde du travail, pour les raisons dont on a parlé. Il faut s'y préparer, il faut s'entraîner, il faut maintenir ce niveau, voire le développer régulièrement. Euh, donc, le plus régulièrement possible, c'est mon conseil, parce que comme tu le disais, l'effort à fournir, pour pas parler de douleur à fournir des fois, sera plus facile à gérer si on le fait régulièrement et dans la durée. C'est vraiment le point, je dirais, le plus important. Alors peut-être pour donner un ou 2 conseils à retenir, je pense que la première chose à laquelle je pense serait de ne pas attendre d'avoir à maîtriser une langue pour sérieusement s'y mettre. Hem, Se remettre à niveau plus tard, c'est bien plus facile et surtout plus rapide que d'acquérir une nouvelle langue. Donc autant anticiper cette nécessité, surtout si l'on se projette vers une carrière en Suisse, autant s'y mettre dès qu'on y pense en réalité. Et puis peut-être encore un autre conseil, on sous-estime souvent l'apprentissage passif, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui consiste s'exposer à la langue de manière un peu passive. Si on pense au temps perdu, dans les trajets, que ce soit pour aller au travail ou à la maison, et justement ce temps-là, on pourrait l'utiliser à bon escient pour, soit, écouter des podcasts, visionner un épisode de série, en VO, ou même écouter des chansons dans la langue que l'on apprend, qu'on soit sur le bateau, en train ou en voiture. C'est un temps en réalité idéal que l'on peut utiliser pour s'exposer à la langue, donc pour compléter son apprentissage de manière plus passive et agréable en réalité. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Jacques de nous avoir rejoints et de nous avoir livré tant de conseils. Si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn, de laisser un commentaire et de partager avec vos amis. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci pour ces échanges très passionnants. Et puis, bonne préparation, bonne formation à toutes les personnes qui envisagent de venir travailler dans ce beau pays. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que nous abordions, n'hésitez pas à me le faire savoir en messagerie LinkedIn. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois sur mon podcast.